International, Annie Gasnier. Bonjour et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International et dans le Café des Sports hebdomadaires, évidemment sur RFI et évidemment, vous le savez tous maintenant, vous nous suivez largement, notamment au cours du week-end, en Facebook Live et c'est d'ailleurs disponible après sur notre site et notre page Facebook. Alors je salue tout de suite ceux qui ont réussi à arriver à notre studio aujourd'hui. On vous le dit tous les jours, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est pas toujours facile de se déplacer dans Paris et autour de Paris. Bonjour Habib Bey. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Bon, c'est un plaisir. La voiture roule bien pour l'instant. Ouais, entre deux entraînements, c'est ça. Ça va? Parce que vous pourriez y aller en courant, vous, finalement. Oui, je vais y aller très vite après l'émission. Vous êtes le seul qui a le physique dans ce studio pour pouvoir faire ça en courant. Alors Rémi, il a toujours des galères, mais il est là aujourd'hui. Alors bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, j'ai eu à monter le mont Cameroun, puis le mont Blanc, puis le mont Kilimanjaro, avant d'atterrir sur Paris. Ça va. Il aurait pu traverser Paris en courant, mais il l'a pas fait. Bonjour Xavier Barré. Annie, moi pas de problème, je suis venu en vélo comme toujours. Oui, vous avez l'habitude. Je passe entre les Bonjour voitures. Alejandro. Bonjour Annie, bonjour à tous. Alors, les invités du jour aujourd'hui, évoqueront avec moi la Ligue Europa, une Ligue Europa qui réunit une belle brochette de formations européennes, des plus renommées comme Manchester United ou l'Inter Milan et les plus aguerris dans cette autre Coupe d'Europe comme le FC Séville ou le Celtic Glasgow, puisque vous le savez, depuis hier soir, on a le nom des 16 équipes qualifiées. Aucun club français snobe-t-il cette compétition ou n'ont-ils vraiment pas le niveau? Les clubs de l'Hexagone, la question, on se la posera. Arsenal, Manchester City, le rendez-vous de deux clubs en souffrance en Première Ligue ce week-end, mais pas pour les mêmes raisons. Les Gunners se battent pour revenir dans le Big Four et c'est compliqué pour Aubameyang, Pepe, Lacazette et leurs camarades, alors que les Citizens champions sortants courent eux après les Reds de Liverpool et même maintenant les Foxes de Leicester. Le Classico J-5 met toujours des menaces autour de ce match guetté par 650 millions de supporters à travers le monde et on vous expliquera pourquoi. Enfin, on évoquera ce mondial des clubs qui a commencé, et oui, en attendant les champions continentaux européens et sud-américains, les équipes plus petites se rencontrent au Qatar et on découvrira ainsi les champions d'Océanie qui n'ont fait qu'un petit tour mais qui sont intéressants. Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Lateral, calcanhar, bem feito, para Alex Telles, só o Porto, olha o cruzamento, para o remate Luís Dias, a bola vai entrar e entra! Gol! Back to Saka, lovely from Arsenal, oh what a beautiful goal! Created the first, scored the second, he's engineered Arsenal's comeback. Came in off the left, lovely give and go with Martinelli. And bench it in, and once again Arsenal's kids have done it for them. Acaba de venir el balón a segundo palo. ¡Gol! ¡De la Puel! With Mason Greenwood. It's 2-0. I think the referee's going to bring it back, is he? No. Mason Greenwood's third Europa League goal of the season. Give him half a chance and he'll take it. An 18-year-old striker of real quality. Une Ligue Europa de plus en plus cotée, mais sans aucun club français, donc éliminé depuis l'avant-dernière soirée d'ailleurs, Rennes et Saint-Étienne. Alors d'autres grands clubs seront au rendez-vous et parmi les 32 équipes qui disputeront les 16e de finale, des écuries la disputer cette coupe pour vraiment la jouer, comme Manchester United et Arsenal, comme le FC Séville et l'AS Rome ou le FC Porto, sans compter évidemment les qualifiés venus de la Ligue des Champions, comme l'Inter Milan, l'Ajax Amsterdam
Amsterdam ou le Shakhtar Donetsk. L'autre Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe, la C3 aussi en opposition à la C1, est-elle aujourd'hui la compétition, disons, plus valorisée sur la scène européenne et qui se valorise au fil des saisons, Habib Beye? Est-ce qu'on a cette sensation? On se disait en préparant l'émission, peut-être depuis 2013, depuis que Chelsea, qui avait gagné la Ligue des Champions l'année d'avant, gagne cette coupe-là et finalement en fait véritablement un enjeu de sa saison. Pour certains clubs qui ont ce type de budget et qui ont raté cette accession à la Ligue des Champions, je pense à l'Inter Milan par exemple, qui peut avoir cette ambition, oui. Après, lorsqu'on regarde aujourd'hui ces 32 équipes, on a quand même des clubs où on peut d'ailleurs se poser, on se la posera d'ailleurs, pourquoi on n'a pas de club français lorsque vous voyez Cluj, Copenhagen, là où il y a des clubs chypriotes aussi. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, oui, il y a une valorisation, mais je trouve que cette valorisation, elle arrive ensuite sur les quarts de finale, demi-finale, lorsqu'il y a de réelles affiches qui se dessinent à travers de gros clubs européens. On pense à Manchester United qui l'a gagné avec Mourinho. Lorsque Manchester United gagne l'Europa League, on peut se féliciter de dire cette coupe existe aussi pour les grands clubs. Il y a eu Séville qui pendant un moment l'a gagné 3 ans de suite, qui n'était pas forcément vu comme un immense club en Espagne, même si c'est un club historique. Je trouve que c'est intéressant à partir du moment où on arrive à ce niveau-là. Après, sur les phases de poule, en termes de niveau de jeu, en termes de qualité, même en les termes 16e de spectacle, finale, souvent, même les 16e de finale, je trouve qu'on n'est pas encore dans une compétition où vraiment on a l'impression que ça doit être l'antichambre de la Ligue des Champions. On se rend compte que sur le niveau de jeu, c'est loin d'être l'antichambre de la Ligue des Champions. Alors il y a des matchs de Ligue des Champions qui sont un peu soporifiques sur les matchs de poule, je vous dis pas, mais c'est très très rare quand même. On a quand même de belles affiches et je trouve que sur l'Europa League, on descend beaucoup en termes de niveau avant d'arriver au quart de finale, par exemple. Xavier? Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Habib, parce que hier, on a eu encore de belles affiches. Regardez Mönchengladbach, leader du championnat d'Allemagne, qui se fait piéger par Başakşehir, le club d'Istanbul, à la dernière minute. Donc, il y avait du suspense. Effectivement, cette compétition, elle est un peu galvaudée par les clubs français. Du coup, c'est vrai qu'on a ce prisme d'une compétition un peu maudite, alors que les autres pays, et notamment, ça Habib l'expliquait très bien, l'Angleterre et l'Espagne, la respectent, parce que depuis que l'UEFA a donné une place qualificative pour la Ligue des Champions aux vainqueurs, eh bien pour un certain nombre de clubs anglais, on se souvient de Mourinho, il a un peu joué pour ça. Bien sûr, il la joue pour ça, clairement. Du coup, ils sont intraitables dans les phases de poule. Ils ne laissent pas Manchester United encore hier à passer, je crois, 4-0 à l'AZ Alkmaar, qui est pourtant son dauphin. Arsenal s'est battu pour se qualifier. On va en reparler, mais ils ont eu un peu de mal. Mais bon, ils y sont arrivés. Donc, on a des clubs anglais qui la jouent à fond parce qu'il n'y a que 4 places qualificatives pour la Ligue des Champions par leur championnat. Et il y a ce joker via l'Europa League. Rémi Ngono, est-ce que cette compétition, vous la trouvez intéressante? Est-ce que vous la trouvez attrayante? Ou vous aussi, vous commencez à penser que finalement, elle est surtout intéressante à partir des quarts de finale, quand le niveau se hausse et que les matchs éliminatoires ont plus de niveau et de suspense? Elle est très attrayante. Bien au contraire par rapport à ce que Xavier Barré est en train de vouloir nous dire, que les clubs français sont en train de la galvauder. Les clubs français... Non, mais on va y venir après sur les clubs français. Là, c'était sur le niveau. Non, mais c'est justement pour ça que je dis que s'il n'y avait pas de niveau... Attendez. S'il n'y avait pas de niveau... Je crois que les clubs français se seraient qualifiés. Moi, j'ai trouvé des très, très belles affiches. J'ai vu, par exemple, comment Arsenal a quand même eu à souffrir, même si aujourd'hui, on peut se dire que c'est un niveau un peu moins bas, mais quand même, c'est au-dessus du niveau du football français. La preuve en est là. Donc, c'est pour ça que je dis que je trouve que c'est une compétition qui mérite son pesant de respect et que les clubs qui ne parviennent pas à se qualifier, c'est juste parce qu'ils n'ont pas de niveau. Qu'on ne dise pas aujourd'hui que c'est une compétition qui est une sous-compétition. Certes, c'est comme la Ligue des Champions. La Ligue des Champions est un peu en dessous de la Coupe du Monde, tout comme aussi certaines compétitions. Mais on ne peut pas dire, cependant, mais attendez. Tu demandes à tous les... je vais te donner un exemple. J'ai joué quelques matchs. En football, c'est stratifié. C'est-à-dire que sur le plan de l'échelle mondiale, on sait bien que quand on dit Coupe du Monde, c'est le sommet. Quand on dit Ligue des Champions, c'est la plus grande. Mais là, Rémi, c'est institutionnel. Coupe du Monde, tu représentes ton pays. Ligue des Champions, tu représentes un club. Mais quand tu poses la question à tous les grands joueurs d'Europe, ils te disent que le niveau de la Ligue des Champions, c'est-à-dire le top niveau de la Ligue des Champions, c'est plus élevé que le top niveau
en Coupe du Monde. Tu pourrais demander aujourd'hui à Messi, tu pourrais demander à tous ces joueurs, ils l'ont dit d'ailleurs dans beaucoup d'interviews. Moi, j'ai vécu les deux, j'ai joué une Coupe du Monde, j'ai joué de la Ligue des Champions. C'est vrai que la Coupe du Monde, il y a une telle pression parce que tu représentes ton pays, mais en niveau de jeu, quand tu as aujourd'hui un Barcelone, Real Madrid... Je comprends pourquoi voilà. est-ce que les grands joueurs dont tu cites là ont remporté donc 0 Coupe du Monde. Non, mais ça n'a rien à voir. Tu peux pas transposer les pays au club. Là où je pense qu'on est tous d'accord d'ailleurs sur ce qu'on vient de dire sur l'histoire de l'Europa League. Mais je vous donne un exemple. Est-ce qu'en Ligue des Champions, vous voyez des clubs faire 7 changements pour un match de poule de Ligue des Champions? Non. Par contre, l'Europa League, vous avez des clubs comme Arsenal qui décident que sur la phase de poule, c'est les baby gunners, c'est-à-dire 7, 8 joueurs qui sortent du centre de formation, ce qui te montre aussi que le niveau n'est pas du tout le même. Est-ce qu'Arsenal en Ligue des Champions enverrait Martinelli, enverrait tous les jeunes joueurs de l'académie pour aller jouer cette compétition? Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis que on est tous d'accord sur ça. Je pense que ce qu'on dit se complète. Évidemment. Mais l'Europa League, dans un premier temps, et pour moi, pas encore l'antichambre de la Ligue des Champions, puisqu'on se rend compte que certains clubs s'en servent aussi pour amener des jeunes joueurs au plus haut niveau. Est-ce que tu ferais la même chose sur la Ligue des Champions? Je ne pense pas. Je ne pense pas que Arsenal, aujourd'hui, enverrait 5-6 jeunes joueurs du centre de formation pour devenir encore plus fort à travers la Ligue des Champions. L'Europa League est un formidable support pour ça. Même si chose ce n'est pour sur la les Coupe du dernières Monde, journées. on ne peut pas mettre des joueurs du centre de Oui, formation. je suis tout à C'est fait ce que je voulais donc vous dire, que Bah, chaque compétition c'est pas tout à fait vrai. obéit à ce qu'on appelle une stratification, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas actuellement dire que la Ligue Europa soit directement comparable à la Ligue des Champions, qui est quand même la compétition phare. Non, tu ne peux pas comparer ça. c'est Cela veut justement dire ce qu'on est en que train de on la faire. tu vas compare C'est ce qu'on comparer est en la train de Ligue faire. 1 à la Ligue 2. C'est ce qu'on est en train de Pourquoi tu faire. ne On compares pas la compare les Ligue 1 choses qui à la sont Ligue 2? comparables. On la Donc les compare, compétitions et c'est très interclubs, Ligue des Champions, Europa League, ça se compare. Et effectivement, la Ligue des Champions est au-dessus de l'Europa League. Voilà. Il n'y a pas de problème là-dessus. Comparer les compétitions de clubs et les compétitions d'équipe nationale, c'est beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on t'expliquait. Si Mais on doit faire un petit rapport, Annie, par exemple, moi j'ai vécu en 2004 la Ligue des Champions, enfin en 2003 la Ligue des Champions avec Marseille, et du coup nous sommes reversés en fait en Europa League, donc à l'époque qui était la Coupe de l'UEFA. Et c'est vrai que quand on voit le dernier tableau, c'est-à-dire à partir des huitièmes de finale, on joue quand même Liverpool, qui était également issu de la Ligue des Champions, en huitièmes de finale, on joue l'Inter de Milan en quart de finale, on joue Newcastle, qui était aussi en Ligue des Champions, reversé en demi-finale, et on joue Valence, champion avec Benitez en Espagne, en finale. Donc ce tableau-là, à ce moment-là, il était extraordinaire. Pour une C3, c'était extraordinaire. C'est vrai que depuis, on sent que certains clubs n'ont pas forcément priorisé cette compétition sur la phase de poule. Ils s'en servent comme un support de développement pour les jeunes joueurs. Et puis après, quand arrivent les huitièmes de finale, l'écart, là par contre, on sort l'artillerie lourde et on a l'ambition de la gagner, comme l'a fait Manchester United. Et justement, Alejandro, l'arrivée de ces 8 clubs qui sont reversés, comme on dit, ceux qui arrivent de la Ligue des Champions, est-ce que ça fausse pas un peu la compétition pour les autres? Parce que là, on se retrouve avec des petits clubs d'Ukraine, de Roumanie ou même de Belgique maintenant avec la Gantoise, ou alors ceux de Bulgarie, et finalement qui se retrouvent face à l'Inter Milan, face à l'Ajax Amsterdam, qui ont joué l'année dernière les autres compétitions. C'est là justement que ça donne la puissance médiatique que peut avoir la Ligue Europa. C'est l'arrivée de ces clubs justement qui va doper encore un peu le niveau de cette compétition. Et puis il faut comprendre que ce dont parle Habib, c'est-à-dire devenir l'antichambre de la Ligue des Champions, c'est quelque chose qui est un petit peu dans le programme de l'UEFA, puisqu'aujourd'hui on sait qu'il y aura une troisième division, une Ligue Europa Conférence qui va être créée. Donc on va avoir des compétitions beaucoup plus structurées avec des passerelles entre elles, et comme le rappelait Xavier, le fait que le vainqueur soit déjà assuré de disputer la Ligue des Champions a permis d'échanger complètement la donne. C'est comme si la Coupe de France, tout d'un coup, envoyait une équipe en Ligue des Champions. On la jouerait d'une manière tout à fait différente à la manière dont on la joue aujourd'hui. Xavier Barré, 0 club français, une seule victoire sur tous les matchs disputés par Saint-Etienne et par Rennes. C'était hier soir d'ailleurs, un Rennes qui a battu la Lazio alors qu'elle avait perdu d'ailleurs au match aller. qui a éliminé la Lazio d'ailleurs. Oui. Est-ce que oui, mais eux aussi étaient déjà éliminés. Mais simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ces clubs-là, galvaudent la compétition, la snob, ne sont vraiment pas au niveau? Parce qu'on se souvient quand même, l'année dernière, Rennes va jusqu'en quart de finale, est éliminé par Arsenal. Marseille, il y a 2 ans, était allé en finale. Il y a 3 ans, c'était Lyon qui était allé jusqu'en demi-finale, éliminé par l'Ajax. Donc, malgré tout, les clubs français, il y en a certains qui ont fait des parcours.
Oui, absolument, mais c'est pour ça qu'on est déçu par leur performance cette saison, parce que déjà Strasbourg avait été éliminé au dernier tour de barrage par l'Eintracht Francfort. Alors l'Eintracht Francfort était en demi-finale de cette Ligue Europa la saison dernière, ils avaient failli accéder à la Ligue des Champions en terminant seulement via la 4e place de la Bundesliga, ils ont terminé juste derrière. Donc il y avait déjà un club qui avait sauté avant, et puis ensuite il restait Saint-Etienne et Rennes. Compte tenu de ce qu'avait fait Rennes la saison dernière, on s'attendait à beaucoup mieux, mais c'est vrai que cet automne Rennes a eu quand même pas mal de difficultés. Déjà, il y a eu beaucoup de départs. Bah oui, il y a eu c'est beaucoup de surtout ça, départs. déjà, C'est pas à la même équipe. l'intersaison. C'est pas la même équipe même que la pas à saison l'automne. dernière. Ouais. Et puis, du coup, ils ont eu Julien Stéphan a eu un peu de mal à reconstruire son équipe, à la rendre performante, pas seulement en Ligue Europa, mais également en championnat. Oui, oui. Donc, du coup, quelque part, on a un peu les résultats qui méritent. Et c'est la même chose à Saint-Etienne. Il faut se rappeler qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Exactement. Donc, c'est regrettable. C'est les circonstances qui font que les deux clubs français n'étaient pas performants cet automne et qu'ils ont raté le rendez-vous. C'est dommage. Habib, c'est un manque de motivation? C'est quoi pour vous, les clubs français? Ouais, c'est une question Ou c'est un d'état concours de d'esprit qui est installée. circonstances? Non, je pense que c'est une question d'état d'esprit qui est installée dans la tête des clubs français depuis un long moment. On l'a dit, c'est-à-dire Ça change est-ce qu'aujourd'hui, non, ça change pas. Je pense que ça change pas parce que c'est un discours qui est donné par le président, c'est un discours qui rebondit en quelque sorte sur l'entraîneur. Et si c'est le cas, ça rebondit forcément sur les joueurs. C'est-à-dire que moi, je me rappelle lorsque je suis arrivé en Angleterre, on m'a dit, tu sais, ici il y a le Boxing Day. Tu vas jouer tous les 3 jours, tu vas jouer 8 matchs en je sais pas, 21 jours ou 20 jours. Et en fin de compte, on te dit, il n'y a pas d'histoire de on va se reposer, c'est un moment où tu vas jouer. Et je pense que quand tu es dans un grand club, tu dois être préparé à jouer 60 matchs dans la saison. Je suis pas sûr qu'un joueur français, en tout cas dans un club français, on lui dise, tu vois, tu arrives dans ce club, bah, ce qui est programmé pour toi, c'est 60 matchs dans la saison. Est-ce qu'on est préparé à ça mentalement? Je ne sais pas. Et lorsqu'on regarde aujourd'hui, la plupart des clubs français qui ont essayé de prioriser quelque chose, c'est-à-dire de dire, moi, la Ligue Europa, on ne sait pas parce qu'il y a le championnat. Quelle est leur place finale en championnat? On se rend compte que le fait d'avoir en quelque sorte galvaudé l'Europa League ne leur a pas donné l'assurance d'être 3e du championnat. Il y a eu très très peu de cas comme celui-ci. Prenez Rennes qui va en quart de finale, ils finissent en championnat très très loin. Est-ce que vous avez aujourd'hui, par exemple, une équipe qui est capable... Il gagne la Coupe de France quand même. Il gagne la Coupe de France, Rennes, la saison dernière. Il gagne la Coupe de France, mais ce que je veux dire, c'est que quand tu prends le cas, par exemple, des équipes espagnoles ou anglaises, il n'y a pas de priorisation sur l'événement parce que souvent, tu priorises quelque chose et tu te rends compte que forcément, ce qui arrive après, tu ne maîtrises pas de la meilleure façon. Moi, je pense que c'est vraiment institutionnel et que en Angleterre, en Italie, en Espagne, dans tous ces pays-là, et je parle même dans les autres pays, il y a une importance à jouer toutes les compétitions, on ne priorise pas, et à un moment donné, je trouve qu'en France, on a eu des discours, et tu l'as entendu avec beaucoup de présidents, beaucoup d'entraîneurs, et ça rebondit sur les joueurs, et du coup, les joueurs sont peut-être un petit peu moins motivés. Mais si on a des équipes roumaines, si on a des équipes chypriotes, on devrait avoir des équipes françaises. Je pensais que ça avait changé, c'est pour ça que je dis que je suis vraiment déçu par les performances des clubs français, parce que sur ce même plateau, dans cette émission, il y a encore un an ou 2 ans, je vous disais, effectivement, c'est pas une priorité pour les clubs français, parce qu'on gagne moins en Europa League qu'en Ligue 1. Donc la priorité, c'est la Ligue 1. Mais l'UEFA a réévalué les primes de participation à l'Europa League, ça devient plus intéressant. C'est vital, c'est vital pour les clubs de l'Est. C'est pour ça qu'ils jouent avec le couteau entre les dents, parce qu'ils veulent se qualifier et c'est beaucoup d'argent pour leur budget. Ça l'est moins effectivement pour les clubs de Ligue 1, mais c'est devenu important. Les parcours, vous le rappeliez, Annie, de l'OM et de Rennes, ces 2 dernières saisons ont montré, et Lyon même auparavant, que les clubs français les jouaient. Je pense que Saint-Etienne et Rennes, ils voulaient le jouer, mais que cette année, ça s'est vraiment mal goupillé. Ils ont eu des résultats au niveau général, pas seulement en Europa League, qui, à cet automne, n'était pas bon. Mais ce qui est choquant, c'est que quand on prend les plateaux de la Ligue des Champions, on voit qu'il y a une vraie hiérarchie. On a les Espagnols et les Anglais qui passent toutes leurs équipes, juste derrière l'Italie et l'Allemagne, puis la France. Et tout d'un coup, on arrive à la Ligue Europa et c'est pas du tout la même chose. Les grands pays sont toujours là. Les petits pays qui ne peuvent pas accéder à la Ligue des Champions sont là. Et au milieu, la France n'arrive pas à exister. Pour moi, c'est un mystère. Rémi, vous pensez aussi que c'est quelque chose dans la tête des dirigeants? Ce n'est pas une affaire dans la tête des dirigeants, et je voudrais d'ailleurs corriger ce que Xavier Barré était en train de parler. Mais non, mais c'est Habib qui a dit ça. Non, lui d'abord, il a dit une chose, j'ai dit aujourd'hui. ce que Xavier Barré vient de dire. C'est-à-dire, lui, selon lui, il y a mais eu dites-nous- une impréparation. Dites-moi, vous, Rémi. Une impréparation. Laissez-moi nier. Il y a eu une impréparation où il y a eu changement d'entraîneur. C'est ça qui justifie les mauvaises prestations des clubs français. Je lui rappelle que nous étions ici la saison dernière, il n'y avait pas eu de changement d'entraîneur. Mais on s'est rendu compte que au bout de 12 matchs, la France, en tout et pour tout, n'avait réussi à gagner que 3 en match européen. Donc, du coup, on s'est retrouvé avec 11 points sur 36. Donc, soyons sérieux. Lorsqu'aujourd'hui, vous dites que c'est un problème de mentalité, non, c'est quelque chose qui
qui existe par rapport au niveau du football français. Et c'est ce que je continue à dire. Parce que lorsque vous essayez de voir un certain nombre de choses, par exemple, vous voyez Chypre, eh bien, vous vous rendez compte que en Coupe européenne, mais Chypre équivaut à la France. C'est-à-dire 4 victoires, oui, 4 victoires du côté français, 4 victoires du côté de Chypre et 3 nuls. Non, c'est l'égalité. Oui, mais là, sur le plan dépend de la comptable, poule. Le championnat français est l'équivalent du championnat chypriote. Ouais, Et il n'y a d'accord. pas de niveau. Parce Je que vous le dis. la poêle Nicosie s'est qualifiée. Et il se trouve que j'ai. Mais non, dis n'importe quoi, Rémi Ngono. La poêle Nicosie s'est qualifiée dans une poule où il y avait le Karabakh d'Agdam d'Azerbaïdjan, où il y avait effectivement Séville qui a tout gagné, et où il y avait un club du Luxembourg. Chaque Du année, Luxembourg. chaque année, Alors on que. ne va nulle part. Mais non, attendez, Rennes était avec le Celtic Glasgow, avec la Xavier, Lazio on a Rome. compris. Il y a des poules qui effectivement de temps en Mais temps sont un attendez. peu déséquilibrées. La poêle Nicosie en a profité, tant mieux pour eux. Très bien. C'était quoi votre proverbe français? Mon problème, c'est justement que, comme il parle de cette reine-là, et je lui disais que la grenouille n'est reine que dans sa mare. Point. C'est français ou c'est africain ce proverbe? Tous mes proverbes sont africains, mais dits en français. Oui, non, mais tout à l'heure, vous avez dit proverbe français. C'est pour ça que j'ai eu un doute. Allez, on continue. Les supporters, ceux des Gunners et ceux de City se retrouveront. Alors, effectivement, on en parlait, les Gunners, c'est une équipe qui la joue, cette Ligue Europa. Ils étaient même finalistes malheureux l'an dernier face à Chelsea. Mais ils jouent aussi et à fond leur championnat, la Première Ligue, pour ne pas être décrochés des places qualificatives de Ligue des Champions. Il faut donc intégrer le Big Four. Sauf qu'Arsenal, eh bien, est décroché depuis quelques saisons, seulement 9e cette année. Au bout de 16 journées, Unai Emery en a été évincé. Et les Gunners devront, eh bien, dimanche, essayer de battre Manchester City, 10 points devant eux, cette équipe. Deux équipes, en tout cas, qui semblent pour nous avoir les mêmes forces et les mêmes faiblesses, portées vers l'offensive, mais avec les meilleurs buteurs dans leur rang et friables défensivement. Écoutons Pep Guardiola, il a tenté d'observer à la loupe cette équipe des Gunners. Nous allons regarder leur dernier match avec Unai Emery et ceux dirigés par Freddy Ljungberg pour essayer d'avoir une idée de la façon dont ils vont jouer contre nous. D'habitude, Arsenal a un style de jeu particulier et si tu laisses cette équipe avoir le ballon, elle a la qualité pour bien le faire circuler. Il ne faut pas oublier que Arsenal a de très bons joueurs offensifs comme Nicolas Pepe, Pierre-Emerick Aubameyang, Mesut Ozil ou encore Alexandre Lacazette. Donc jouer contre les Gunners, même mal classés, c'est toujours un gros test pour n'importe quelle équipe. Alors il est gentil, Pep Guardiola, il cite même Mesut Ozil parmi les meilleurs joueurs d'Arsenal. Rémi, cette confrontation entre ces deux équipes, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'elles ont à peu près les mêmes forces et les mêmes faiblesses? Non, pas les mêmes forces ni les mêmes faiblesses, parce que si on essaie de regarder offensivement, Manchester United quand même est déjà peut-être... Non, c'est Manchester City. Le City est à plus de 20 buts marqués par rapport à Arsenal. Quand on regarde défensivement, on se rend quand même compte que Manchester City a encaissé 19 buts. Certes, c'est beaucoup, mais Arsenal, c'est 24 buts encaissés. Et quand vous regardez la défense d'Arsenal, non, mais c'est sûrement pour ça qu'ils sont derrière. Je parlais du style de jeu sur un terrain. Je parle pas des résultats. Évidemment qu'il y en a un qui est devant l'autre. Non, c'est pas le même style parce que au niveau de la possession, certes, Manchester City est en train de retomber dans ses travers de la saison 2016-2017 où ils avaient fait en une saison l'équivalent de 26 000 passes avec une possession de 70% pour finalement ne pas remporter le championnat. Mais Arsenal, au niveau de la possession, ils n'y sont pas parce que le milieu de terrain ne fonctionne pas, la défense ne fonctionne. Et du coup, la possession d'Arsenal est pratiquement
sensiblement égal à 51%. Ce n'est pas une possession, ça. Habib. Moi, je trouve qu'il y a des similitudes sur deux aspects. C'est que pourquoi City aujourd'hui n'est pas premier de ce championnat de Première Ligue, parce que déjà d'une, il y a Liverpool, mais de deux, parce que City prend trop de buts par rapport à d'habitude. Ils sont que la 5e défense de cette Première Ligue, parce que malgré tout, vous regardez toutes les stats de la Première Ligue sur les stats offensives, City est devant sur toutes les stats offensives. Meilleure attaque, meilleur nombre de tirs, meilleure possession. Avec Agüero, donc avec à partir Gabriel de là, Jesus ils n'ont et pas tout ça, de problème ils ont des offensif. Ils sont toujours dans la même lignée Ouais. de ce qu'ils ont fait depuis maintenant 3 ou 4 ans, depuis l'arrivée de Pep Guardiola. Le vrai problème, il est défensif. Pourquoi ? Parce qu'Aymeric Laporte est absent. Des blessés. Parce qu'il a Fernandinho aujourd'hui en défense centrale, qu'il n'arrive pas à dégager un deuxième défenseur central fort, c'est-à-dire qu'Otamendi, lorsqu'il joue, c'est pas top. Des fois, Stones, il marque. quand il joue, c'est pas top et en plus, il se blesse. Et le problème, c'est que Fernandinho. En passant, c'était le défenseur le plus cher qui Oui, le mais prenait ça, à 55 oui, mais bien sûr, millions. mais bien Tous sûr, les mais- défenseurs mais- de City sont très chers. Mais bien sûr, Depuis, le record mais a bien été sûr, battu, hein. le record a été battu. Ce que On je parle dis, c'est Maguire, qu'aujourd'hui, oui. le vrai Et problème Van de Dijk. Pep Guardiola est de régler ses problèmes défensifs. Je pense qu'il a beaucoup perdu en enlevant Fernandinho de son poste de milieu de terrain défensif. C'est vrai que Rodri est un Mais ça joueur fait de longtemps football. qu'il a ses problèmes Et défensifs. il a un problème en plus. d'équilibre défensif. Et aujourd'hui, avec Fernandinho, Stones ou Otamendi, on se rend compte qu'il prend des buts. On l'a vu encore une fois, là, dans ce match. Alejandro. Oui, mais il a toujours été comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, City, sur les dernières années, finit soit premier, soit deuxième défense du championnat. Tu me dis qu'ils ont des problèmes défensifs. Mais malgré tout, c'est meilleure attaque du championnat, soit première ou soit deuxième défense du championnat. Et c'est pour ça qu'ils sont champions. Donc, à partir de là, le problème de Pep Guardiola aujourd'hui, et s'il est aussi loin des autres, c'est qu'il prend trop de buts. Il l'a dit lui-même. Arsenal, lui, en prend beaucoup aussi. Et je pense qu'il y a une vraie différence de valeur entre Arsenal et City. C'est pas du tout les mêmes équipes. Peut-être que sur un match, les deux peuvent rivaliser. Par contre, en termes de qualité, il n'y a pas un joueur d'Arsenal, allez, on va dire un ou deux, qui peuvent être titulaires à City. C'est tout. Alejandro, surtout, on se disait aussi, les deux entraîneurs de ces deux équipes ne sont pas très bien en place, on va dire, entre Pep Guardiola qui fait douter parce que il est double champion sortant, on comprend plus trop comment justement il s'y prend avec sa défense. Et puis le successeur d'Emery, son ancien adjoint, qui était un grand joueur au club, mais qui là a bien du mal. Oui, il y a des comparaisons, mais il y a des différences quand même. Je pense que Guardiola. Oui. Heureusement. Non, mais Guardiola, Oui, quand, vous êtes un peu sévère, hein, mettons, quand quand même, il avec Guardiola. était dans le club précédent, il avait toujours des la équipes vérité. offensives, mais toujours assis sur une défense assez solide. Même le grand Barça des années Guardiola reposait sur une défense qui était très performante. Le cas d'Arsenal est assez différent. Je pense qu'ils n'ont pas fini de digérer quand même la succession d'Arsène Wenger. Je pense que Unai Emery n'était pas le bon casting pour un club comme Arsenal. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une équipe qui n'a, comme le disait Rémi, qui n'a pas de milieu de terrain, qui n'a pas une défense solide et qui a 3 perles offensives, mais qui se retrouve trop isolée. Et Annie, comme il faut rétablir les choses, la meilleure défense l'année dernière de Première Ligue est Manchester City avec 27 buts encaissés. Oui, Et, mais comme il faut rétablir noté. les choses, la meilleure défense perforable en Ligue des Champions a toujours été Manchester City qui Non, prend en Ligue- 4 là, on buts parlait contre Lyon, qui prend parlait de 4 Première Ligue. buts On parlait de Première Ligue. contre le Real Rémi. Madrid On parlait de la Première Ligue, qui Rémi. encaisse. On parlait de la Première Ligue, mais Xavier, pour terminer sur ce match. C'est évidemment, il y a 10 points d'écart quand même entre Manchester City et Ouais, je l'ai Arsenal. Oui, donc a priori, Manchester City est quand même bien au-dessus. C'est vrai qu'ils ont déjà concédé 4 défaites. Ouais, ils sont à 14 points par contre des Reds. Donc Des c'est là Reds, qu'on voit que mais cette bon, année ils sont en difficulté. C'est-à-dire que Liverpool Liverpool n'a fait est qu'un match nul sur toute la saison. Liverpool est absolument exceptionnel C'est- depuis le début de saison. Oui, mais et eux sur toute l'année l'étaient d'ailleurs. l'année dernière. Et c'est vrai que, oui, mais souvenez-vous, Manchester City était derrière à la trêve. Ouais, ouais. Et enfin, à la trêve, il n'y en a pas en Angleterre. Perdu 12 points sur l'ensemble Ils de la avaient saison, perdu. c'est Ouais, ouais. énorme. Ils Bien avaient sûr. perdu un Et peu moins. d'ailleurs, fait- avec Arsenal, C'est difficile ils de avaient parler, un hein, écart c'est de compliqué. 30 points. Non, mais J'ai dit bien 30 points, l'année dernière. Ils avaient l'automne dernier, ils n'étaient pas en tête. Ils étaient derrière Liverpool déjà. Il y avait effectivement moins d'écart et ils avaient rattrapé tout ce retard avec un printemps fantastique. Il faut le rappeler. Donc là, ils sont à mon avis trop Liverpool a loin. eu de problèmes, mais ils ont cette force de marquer, même quand ils ont mal, même quand il faut marquer dans les arrêts de jeu, ils arrivent à obtenir des résultats alors que City n'a pas eu cette capacité. Et puis en regardant le calendrier, on se rend compte que Manchester City, finalement, au moment de cette période de Noël toujours très délicate, a un calendrier plutôt abordable, puisqu'après Arsenal, bon, il y aura Leicester, mais après les Wolves, Sheffield United, Everton, Aston Villa, Crystal Palace. Donc c'est des adversaires a priori qu'ils
peuvent battre pour se relancer, alors que pour Arsenal, et là je suis beaucoup plus inquiet, après Manchester City, il y aura Everton, Bournemouth, Chelsea et Manchester United, donc vraiment des matchs très importants qui peuvent définitivement reléguer Arsenal dans la deuxième partie du petit échange entre Klopp et Guardiola. Guardiola a dit à Jürgen Klopp l'année dernière, tu voulais le championnat, moi la Ligue des Champions. J'ai eu le championnat, toi tu as eu la Ligue des Champions, on pourrait changer cette année. Tu prends le championnat et tu me laisses la Ligue des Champions. Et apparemment c'était un échange assez marrant. Peut-être qu'aujourd'hui ça peut être ce qui se décide, même si on voit que Liverpool en Ligue des Champions va être très présent. Mais je vois pas comment vraiment 14 points, ça me paraît énorme. Il reste une confrontation entre les deux équipes, c'est-à-dire que City pourrait reprendre 3 points à Liverpool éventuellement en gagnant à domicile. Mais j'ai l'impression que cette année, Liverpool montre quand même beaucoup d'équilibre, beaucoup d'assurance, et surtout lorsqu'ils ne sont pas bons, Liverpool il gagne les matchs. C'est ça qui est assez incroyable cette saison. Avec le mondial des clubs, on a vu les années précédentes que le Real avait perdu beaucoup de force en allant disputer ça, et Liverpool va le faire. Avant d'évoquer ce mondial des clubs, on va faire quand même un petit tour du côté de l'Espagne. La mejor liga del mundo. Leo Messi encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo para el Barça. Gol, 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 gol. Le décompte pour le Classico est lancé, au moins pour ce qui est de Radio Foot International, n'est-ce pas? J-5 pour le match le plus regardé, le plus suivi, le plus guetté à travers le monde. Le Classico d'Espagne qui, donc, à 20h heure de Paris, 19h en temps universel, se disputera au Camp Nou entre les Blaugrana et les Merengues. Cette rencontre, en fait, vous vous en souvenez, on en a déjà parlé dans Radio Foot, aurait dû avoir lieu le 26 octobre dernier, mais une manifestation des séparatistes de Catalogne avait incité les dirigeants de la Liga à reporter le match. Donc il y a eu des tergiversations, ça devait se jouer le 21 décembre. Finalement, la date est arrêtée, c'est le mercredi 18 décembre à 20h donc. Et il semble, Alejandro Valente, que malgré tout, les indépendantistes catalans qui manifestent toujours contre les condamnations de leur leader, on va dire, qui avait organisé ce référendum illégal, eh bien, ils sont toujours prêts à prendre la lumière de cet événement sportif. Disons que le football se retrouve un petit peu otage des problèmes politiques internes à la Catalogne, déjà pour commencer. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu des élections en Espagne, des élections, et la nomination d'un Premier ministre est toujours sujette à l'accord d'une partie des mouvements catalans, un parti qui s'appelle Esquerra Republicana, qui est le parti qui a le vent en poupe en Catalogne. Et puis, il y a le parti de l'ancien président de Catalogne, Puigdemont, qui est en Belgique, qui a du mal à exister et qui a lancé des groupuscules qui s'appellent Tsunami démocratique pour essayer de faire parler d'eux en profitant de l'impact médiatique de ce match. Donc, il menace de bloquer les accès, de bloquer les matchs. Et tout ça se joint à la présence de Javier Tebas, le président de la Liga, qui doit être réélu de la Liga, qui est d'extrême droite, qui aime bien jeter de l'huile sur le feu, qui était à l'origine du report initial de ce match. Donc voilà, on est dans quelque chose qui n'a rien à voir avec le football, qui est propre à la vie politique espagnole et catalane, mais qui empêche peut-être ce Classico d'avoir lieu dans des conditions normales et tranquilles. Pour l'instant, le match est toujours programmé et ils promettent 6000 forces de sécurité autour du stade. Habib, quel peut être l'impact sur les joueurs et sur l'entraîneur? Est-ce que, comme le match a déjà été annulé une fois, ils ont refusé aussi, les joueurs du Real, d'aller jouer, de recevoir le premier match et d'échanger la rencontre? Est-ce que ça a un impact ou est-ce qu'ils sont un peu dans leur bulle et ils se préparent psychologiquement? Non, je suis pas sûr parce qu'en fait c'est installé dans leur calendrier. Alors après, les joueurs sont préparés pour ça. C'est quelque chose qui se passe un petit peu dans les hautes sphères du club. Je pense que ces joueurs-là ont tellement de matchs à jouer. Alors bien sûr que l'impact psychologique d'un Classico aujourd'hui est marqué dans les esprits des joueurs. Ils l'attendent comme le PSG-OM. Alors même si c'est pas du tout le même niveau, attention, on est dans un autre niveau, mais non, je suis pas sûr que ça perturbe ces joueurs-là. À partir du moment où c'est programmé, ils savent qu'ils vont le jouer. Ça a été déprogrammé une fois, mais je pense pas que ça puisse les atteindre. Les clubs sont au coude à coude aujourd'hui, donc voilà, il y a un intérêt sportif. Exactement. Après, c'est ce qui peut être perturbant, c'est lorsque ça arrive, quand est-ce que ça arrive. Là, on se rend compte que ça arrive pour Barcelone après un match de Ligue des Champions, alors qu'ils étaient déjà qualifiés et qu'en plus ils ont gagné. Donc à partir de là,
on se dit qu'il l'aborde dans les meilleures conditions possibles. Je trouve que ça aurait été plus préjudiciable après un match où c'est coup près, qualification automatique. Vous pouvez perdre des plumes. Là, je crois que le Barça a quand même bien géré cet élément-là, par exemple. Le Barça qu'on peut voir en photo, pour ceux qui nous suivent sur le Facebook Live de Radio Foot International. En tout cas, nous suivrons le match. Il y aura 2 éditions en direct. Et Rémi, vous nous ferez l'amitié d'être là pour nous dire si le Real aura gagné ou pas et s'il aura bien joué ou pas, surtout mercredi soir. Surtout que Habib Beye vient avec un optimisme à outrance nous raconter déjà que le Barça sort d'un grand match de Ligue des Champions. Et d'ailleurs, c'était le Barça B, tout comme aussi, vous avez oublié de le signaler, le Real, eux aussi, sort d'une victoire de Ligue des Champions. Non, mais moi, j'ai pas de favoritisme. Moi, je peux bien te dire, sur le Barça, au niveau de la dynamique, à cette période de la saison, le Real était à 10 points du Barça. Non, mais là, ils sont pas ils sont à 1 point. Ils sont à égalité. Oui. Donc, je crois que c'est plutôt le Real qui aborde ce match dans les meilleures conditions. Rémi, tu t'emportes. Je parle du Barça parce que le Barça reçoit à Nîmes. Poser une question sur la part des joueurs. Je dis juste que comme le Barça reçoit, je parle plus du Barça, mais j'ai aucun problème entre le Barça et le Real. Le meilleur gagne. Et on observera aussi au cours du week-end, il y a une rencontre importante, c'est celle qui opposera Valence au Real Madrid, et ça risque d'être important. À Barcelone, il y a 2 très belles affiches avant ce Classico. Oui. Donc on verra ça. Mais vous serez là et on le suivra, ce match, sur RFI. On continue et on va faire justement un petit tour sur les rives du golfe Persique. Dans la chaleur tempérée à cette époque de Doha, on a regardé tout à l'heure, il fait 23 degrés sur la péninsule du Qatar et c'est là que se dispute le mondial des clubs. La compétition a été lancée, et oui, mercredi. Alors c'était un peu dans la discrétion, mais il y avait d'autres compétitions ailleurs, n'est-ce pas? Et nous, on était plutôt fixés sur l'Europe, mais on va regarder donc ce qui se passe là-bas, vu surtout que les clubs susceptibles de remporter la compétition. Il y a eu longtemps le Real Madrid. Je pense à Liverpool et à Flamengo, les 2 champions d'Europe et d'Amérique du Sud, n'arrivent que la semaine prochaine. Le premier match, cependant, Alejandro Valente, on a trouvé qu'il était à retenir pour deux raisons au moins. C'est l'originalité, évidemment, et surtout la confrontation. Il y avait un club dirigé par Xavi, alors ancien Barcelonais qui est devenu entraîneur et qui dirigeait son premier match international. C'est le champion du Qatar, Al Sadd. Voilà, oui. Et de l'autre côté, on avait surtout un club de Nouvelle-Calédonie. Et alors là, la découverte, c'était le champion d'Océanie. C'est la Calédonie française, c'est n'est-ce très pas? dépaysant. C'est un club qui s'appelle Yangen Sport. On aurait dit que des Christian Carambeu, d'ailleurs, à un moment sur le terrain. Ah oui, ils étaient, lui qui est originaire de Nouvelle-Calédonie. Yangen Sport. Et avec un entraîneur, Félix Tagawa, qui était très heureux d'être là et qui n'arrêtait pas de nous dire, bon, c'est vrai qu'on est modeste, qu'on ne peut pas prétendre à grand-chose, mais le football est un sport mondial et nous, on a aussi le droit de participer à la fête et ils l'ont bien fait puisqu'ils ne se sont inclinés face aux professionnels qatariens après les prolongations, 3-1, après avoir bien tenu pendant 90 minutes. On va l'écouter une seconde, Xavier. Félix Tagawa, l'entraîneur justement de ce club d'Océanie, donc de Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas être tout le temps parfait, mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, on est obligé d'être analyste parce qu'il faut prendre, il faut tirer, il faut travailler pour la suite parce que dans 2 mois, il y a la Ligue des champions océanienne qui nous attend au Vanuatu et puis on ne peut pas laisser le navire couler, quoi. Il faut rebondir derrière, travailler et puis travailler sur les erreurs pour revenir plus fort. Le navire coule pas parce que justement ils ont fait une prestation plutôt remarquée, même si évidemment c'était à une petite échelle, Xavier. Oui, c'est pas le Kon-Tiki. Ils prennent l'avion maintenant pour aller d'une île à une autre, mais il faut savoir qu'en Océanie, il se trouve c'est un continent que je connais un petit peu, c'est très compliqué d'avoir des compétitions interclubs. D'ailleurs, l'Australie a quitté l'Océanie depuis 2006, depuis plus de 10 ans maintenant, pour rejoindre l'Asie, pour avoir des confrontations d'un niveau un peu supérieur. Du coup, on se retrouve avec la Nouvelle-Zélande, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et
puis Tahiti, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. Tahiti avait représenté l'Océanie à la Coupe des Confédérations en 2013, vous vous en souvenez peut-être. Alejandro disait c'est des spécialistes de beach soccer en fait, de football de plage. On les comprend. Mais c'est très compliqué dans cette région insulaire où les distances sont gigantesques d'avoir des confrontations internationales. Alors la Confédération océanienne avec le soutien de la FIFA s'organise pour les aider à se structurer, mais en dehors de la Nouvelle-Zélande, vous n'avez pas de vrai championnat professionnel. Les joueurs essayent d'aller un petit peu monnayer leur talent dans certains clubs, mais c'est des moyens très très limités. Donc le fait effectivement qu'ils se retrouvent là au Mondial des clubs, c'est déjà pour Yengen, c'est quelque chose d'extraordinaire. Oui, et il faut préciser en plus qu'aujourd'hui, on est sur un format des Coupes du Monde des clubs qui va disparaître. On aura encore une édition l'année prochaine et après, il y aura une plus grande Coupe du Monde des clubs. À la place de la CAN. Oui, mais là, les Océaniens ne sont pas assurés d'être présents puisque pour l'instant, ils n'ont qu'une demi-place garantie, contrairement à une place entière aujourd'hui. Donc, il faut voir si la FIFA... Ils ont une place de barragiste. Voilà, ils sont parce une place qu'en fait, de barragiste. Ils sont invités à venir donner la réplique au pays organisateur du Mondial des clubs. Et puis, en général, ils repartent tout de suite. Ça ne marche pas à tous les coups, parce qu'il est arrivé qu'un club... C'était un club de Nouvelle-Zélande il y a 4-5 ans, c'était au Maroc, je crois, avait fait un beau parcours, était allé jusqu'en demi-finale, après avoir éliminé justement l'un des clubs organisateurs. Non, mais on se souvient que certaines fois, certains petits champions, et je pense à ceux d'Afrique, notamment le Raja Casablanca, le TP Mazembe, il y a quelques années, ils avaient réussi à se hisser jusqu'en finale. Oui, mais les champions africains, par rapport aux champions d'Océanie, c'est des grands clubs, évidemment, avec des gros moyens. Habib, ça peut compter d'avoir des belles plages pour choisir un club à entraîner ? Non, pas forcément. Non, c'est pas ce qu'on recherche dans un premier temps. Ce mondial des clubs, est-ce qu'il commence la semaine prochaine alors, ce week-end, il y a l'Espérance de Tunis déjà, qui affronte les Serbiens d'Al-Hilal. D'Al-Hilal, où joue Fetembi Gomis, entre autres. Et puis, il y a Monterrey qui affrontera Al-Sadd, l'équipe des Xavi. Mais est-ce que ce mondial des clubs, malgré tout, on se souvient avant de la Coupe intercontinentale qui opposait le champion européen au champion sud-américain, et on avait l'impression que là, il y avait match parce qu'on se souvient des Boca Real ou Liverpool, River Plate ou Flamengo. Est-ce que ça prend de l'importance, effectivement, quand on arrive aux demi-finales ? Oui, ça prend de l'importance surtout sur la finale, parce que je crois que ça reste un titre que les clubs aiment exposer à la fin du palmarès. Souvent on dit ils ont tout gagné, ils ont gagné 6 titres, un peu à l'image de Guardiola, et on aime citer ce mondial des clubs. Après, on se rend compte que pour certains clubs, c'est parfois difficile à gérer au vu qui jouent le coup à fond sur la finale, mais qu'avant ils essaient de faire tourner un maximum. Malgré tout, au niveau de la finale, c'est un trophée majeur que vous pouvez exposer au monde entier, parce que même si pour moi ce mondial des clubs n'a pas beaucoup d'importance, je trouve, parce qu'elle prend beaucoup d'énergie, même si aujourd'hui on sait que c'est un enjeu aussi financier, et puis je trouve que c'est bien, il faut considérer tout le monde. Surtout le prestige. Moi j'étais en 2005 au Japon lors de la dernière finale du mondial des clubs de Liverpool, et ils s'y étaient préparés vraiment très sérieusement pour le gagner. Ils avaient été battus en finale par le São Paulo Football Club de Rogerio Ceni, et j'en parlais avec Florent Sinama Pongol, que tu croises de temps en temps dans les couloirs de Canal, et qui joue à Liverpool à l'époque. Il a dit, on s'est préparé, on s'entraînait tous les matins à 6h du matin à Liverpool pour encaisser le décalage horaire, et de façon à arriver, parce qu'ils arrivent très tard, les clubs. Ils sont très attendus, en fait, les champions européens. Le champion d'Europe vient au dernier moment parce qu'ils ont des calendriers de folie en Europe, donc ils s'entraînaient exprès le matin tôt pour être opérationnel et encaisser le décalage horaire. Et ils étaient très très déçus d'être battus. Et Rafa Benitez, qui était à l'époque l'entraîneur de Liverpool, avait perdu son père à ce moment-là, et son père était décédé. Et ben il est resté, il n'est pas allé au chevet de son père pour les obsèques, il est resté avec son équipe parce qu'il voulait vraiment gagner. C'est pour ça que j'attends vraiment cette finale, a priori Liverpool-Flamengo, parce que d'ailleurs ce sera une forme de revanche, parce que la dernière fois que Flamengo est allé en finale de l'Intercontinental, c'était en 1981 je crois, et ils avaient plié Liverpool, qui était le grand Liverpool, 3-0, avec notamment Zico et Caracas, si je me souviens bien, qui avait été flamboyant. Ça avait été une finale, et les jeunes peuvent regarder sur YouTube. À l'époque, ça avait été une finale assez exceptionnelle. Alors, l'équipe de Xavi ira-t-elle très loin ? Xavi, cet entraîneur qui s'essaye dans ce club de Al-Sadd, eh bien, écoutons-le, Xavi, après le match. Je pense que l'équipe a ressenti un peu de pression car tout le monde nous voyait favoris. Nous n'avions rien à gagner alors que les Calédoniens n'avaient rien à perdre. Donc maintenant on est concentré sur les quarts de finale. Cette fois la pression est sur Monterrey bien sûr, mais c'est comme ça le foot. On va devoir être fort mentalement. Je pense qu'on peut encore mieux jouer.
Alejandro, le futur entraîneur du FC Barcelone, est-ce qu'il vous a paru avoir déjà des qualités intéressantes avec ce club de Al Sadd? Ah oui, à Barcelone, on l'attend vraiment. On est sûr que Xavi va être un grand entraîneur à Barcelone. Pourquoi? Parce qu'il avait tout compris du football à l'époque de Guardiola quand il jouait. Non, mais ça, c'était avant qu'il y aille. Mais à la tête de Al Sadd, comment vous est-il pas apparu comme entraîneur? Écoute, moi je trouve que Xavi a fait un très bon travail. Ils sont champions du Qatar. Il a su gérer quand même un groupe qui sert un peu de laboratoire pour que le Qatar soit prêt pour la Coupe du Monde qu'il va organiser en 2022. Donc il a l'obligation de faire monter un peu en puissance certains joueurs sur lesquels les Qatars comptent beaucoup. Et il est parfait dans son rôle et je pense que dans 2 ou 3 ans, peut-être, il sera sur le banc du Camp Nou. La finale, en tout cas, de ce mondial des clubs aura lieu et ça sera samedi prochain à 18h30, heure de Paris. Notre session, carton. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Xavier Barret. Moi, un carton rouge qui m'est suggéré par Mohamed Hané. Vous faites du Rémi N'Gono. Oui, non, mais il est né pour tout tricher chez moi. Carton rouge, oui, carton rouge aux supporters de Lyon qui ont déployé cette banderole totalement stupide à l'encontre de Marcelo, qui a provoqué. En tout cas, c'était un supporter, on le voyait tout seul. Oui, enfin, il est descendu d'une tribune où il avait quelques amis, visiblement, et donc qui insulte un de ses propres joueurs, en l'occurrence Marcelo, le Brésilien, et qui gâche complètement cette fête qui était la qualification de Lyon, une qualification difficile, très heureuse, mais qualification quand même qui va donner à ses supporters la possibilité d'avoir un 8e de finale de Ligue des Champions au Groupama Stadium. Donc vraiment carton rouge à ses supporters-là. Habib Bey. Carton vert à Neymar qui a donné ce penalty à Cavani. On avait tellement attaqué Neymar lorsqu'il ne l'avait pas donné à Cavani que je trouve que l'image, le symbole est intéressant. Et c'est Mbappé qui lui dit donne le ballon à Cavani. Et je trouve que voilà, on avait tellement tapé sur Neymar à ce moment-là qu'il faut aussi être lorsqu'il fait ce genre de geste, même si c'est un geste calculé, tout le monde a dit c'est calculé, il veut sa rédemption, mais malgré tout, j'ai trouvé que c'était un beau geste et de voir de nouveau Cavani marqué après cette longue disette, je trouve que pour le symbole des deux, Neymar qui donne à Cavani, Cavani qui marque et le stade qui applaudit Neymar et Cavani ensemble. Voilà, carton vert, parce que ça reste une belle image. Très gentil, Habib Bey. Nous, on a plutôt pensé que c'était un coup de com', mais c'est pas grave. Ça l'est, je pense que ça l'est vraiment en plus. Aussi. On peut faire les deux. Hein. Rémi N'Gono. Les deux ont arraché mes 2 cartons verts. Bon, alors et du coup, vert. Et du coup, vert, c'était pas un carton vous vert. vous rendez compte, j'avais déjà même dit à un de mes auditeurs Rémi, de Facebook, de Rémi N'Gono officiel. Donc, malheureusement, je suis obligé de changer. Et qui je trouve bel et bien Julien Lorescapé Maungu de ma page Facebook Rémi N'Gono officiel qui doit quand même donner un carton vert à Cristiano Ronaldo. Vous vous rendez compte? Tout le monde est en train de l'insulter. Mais il ne jouera pas le Classico, vous le savez. Ah oui, mais attendez, mais en même temps... Alors pourquoi Rémi? Parce qu'il y a un supporter allemand qui s'est pris à lui, exactement comme on s'est pris aussi à Marcelo de tel ou tel côté. Donc c'est une façon quand même de dire que les supporters de plus en plus attaquent des stars et par la suite ils passent à la victimisation. Mais qu'à cela ne tienne, les supporters veulent se faire voir, mais ils ne peuvent pas oublier plus que ces grands joueurs, Cristiano Ronaldo, comme le dit un proverbe africain, les aboiements du chien n'empêchent pas la lune de briller. Alejandro. Allez, un carton vert pour un raid. Jürgen Klopp, c'est pas mon entraîneur préféré, mais je dois saluer quand même sa fin de saison exceptionnelle. Et d'ailleurs, Liverpool a décidé, sa fin d'année plutôt. Et d'ailleurs, Liverpool a décidé de prolonger son contrat jusqu'en 2024, ce qui est quand même une preuve de confiance remarquable. Et Radio Foot met aussi un carton rouge à des supporters, Rémi, mais cette fois-ci c'est ceux de Cruzeiro, c'est l'équipe de Belo Horizonte au Brésil, un club historique qui pour la première fois dans ses 98 ans d'existence est relégué en Série B, un club qui a déjà remporté 4 fois le championnat, et notamment en 2013 et 2014, 6 Coupes du Brésil en 2017 et 2018, et vainqueur de 2 Copa Libertadores, pour la première fois, ce club qui a formé
nommé Ronaldo, pas le vôtre. R9. Ronaldo Fenomeno, voilà, R9. Et par où étaient passés aussi d'autres grands joueurs, notamment Tostão. Eh bien, voilà, ce club descend en Série B brésilienne. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous de m'avoir aidé à préparer l'émission, à la vidéo et aussi Victor Hull à la réalisation. À lundi.